Ces 2 derniers mois, il a été question, dans la presse, on n'a même parlé que de ça, de la chute de 2 régimes dictatoriaux en Afrique du Nord, à savoir dans un premier temps la Tunisie, Ben Ali est parti, et dans un deuxième temps, ça c'était au mois de janvier, et au mois de février, qui n'est pas encore terminé d'ailleurs, il y a eu la chute de Hosni Moubarak. Donc, exit ces 2 chefs d'État pour le moins autoritaires. Mais vous savez que ces révolutions, car il s'agit bien de révolutions dans les 2 cas, ont suscité et suscitent toujours beaucoup de remous dans les pays arabes. Depuis l'Atlantique, c'est-à-dire depuis le Maroc, jusqu'en Iran, qui lui n'est pas un pays arabe, puisque vous savez que les Perses ne parlent pas une langue indo-européenne, en tout cas un pays musulman. Donc, il me paraît tout à fait judicieux d'étudier avec vous l'histoire d'un pays d'Afrique du Nord qui a des liens historiques avec nous. Non pas parce qu'il s'agit d'une ancienne colonie, le protectorat n'a d'ailleurs jamais été la colonie de qui que ce soit, c'était un protectorat de la France, mais le Maroc n'a jamais été une colonie. Mais surtout parce qu'il y a une communauté originaire du Maroc importante en Belgique, et vous savez que dans les grandes villes, en particulier dans la région dans laquelle nous nous trouvons, qu'il s'agisse de Charleroi ou de Bruxelles ou Mons, où les populations d'origine marocaine sont quand même assez nombreuses. Vous êtes de futurs professeurs et donc vous serez amenés un jour à rencontrer, sinon des classes entières issues de l'immigration, au moins des classes dans lesquelles vous trouverez un certain nombre d'élèves nord-africains. Mais je vous ai dit, en commençant, que des dictatures sont en train de tomber, pour l'instant, et on n'est peut-être pas au bout du compte. Vous avez entendu qu'il y a beaucoup de remous au Yémen, qu'il y en a même en Libye, il y en a au Liban, il y en a en Iran, il y en a en Algérie. Alors, le Maroc se trouve juste à côté, et il est inutile de vous dire que le Maroc connaît un régime autoritaire. Donc, il s'agit de savoir comment, pourquoi ces pays arabes en sont arrivés à avoir des régimes de ce type. Pour cela, je vais remonter dans l'histoire d'un pays en particulier, donc celui qui se trouve tout à fait à l'ouest du Maghreb. Le Maghreb, ça s'écrit comme ceci. Maghreb, ça veut dire tout simplement ouest en arabe. Donc quand on dit les pays du Maghreb, ça veut dire les pays de l'ouest. À distinguer des pays de l'Est, de l'islam, et les pays de l'Est, ce qu'on appelle le Meshteb, eh bien ces pays, c'est l'Égypte et le Moyen-Orient. Tandis que tous les pays qui se trouvent à l'ouest, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye font partie du Maghreb. Voilà. Donc le Maghreb, contrairement à ce qu'on pense, ne se réduit pas aux anciens protectorats et colonies françaises, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Maroc a une histoire qui prolonge, qu'il faut chercher assez loin dans le passé. En effet, depuis le XIe siècle, avant notre ère, on a des traces
pour l'histoire de ce passé, des traces archéologiques. Quand je dis des traces archéologiques, je veux dire des traces qui sont liées à des civilisations qui ont eu un rôle très important dans la Méditerranée. Bien entendu, on a même des traces antérieures, hein, mais alors de l'époque préhistorique. C'est clair, on a même beaucoup de traces préhistoriques. Au XIe siècle avant Jésus-Christ, pour la première fois, il est fait mention du Maroc, qui évidemment ne porte pas ce nom-là, bien entendu, parce que les Phéniciens établissent des colonies sur le pourtour de la Méditerranée, et en particulier sur la côte nord du Maroc, à savoir en Méditerranée, mais aussi sur la côte occidentale, c'est-à-dire sur la façade atlantique. Sur la carte que j'ai rapidement dessinée au tableau, vous avez ici donc, ici se trouve l'Espagne. Ici c'est donc le détroit de Gibraltar. On est bien d'accord? Ici c'est le détroit de Gibraltar. Ici vous avez la Méditerranée. Et ici, vous avez l'océan Atlantique. Donc, on a des traces anciennes qui remontent au XIe siècle de comptoirs phéniciens sur la côte méditerranéenne et sur la côte atlantique. Pour le XIe siècle. Mais à partir du 7e et surtout du 6e siècle avant Jésus-Christ, les Carthaginois, qui sont eux-mêmes des Phéniciens, mais des Phéniciens qui se sont établis vraisemblablement au nord de la Tunisie au 9e siècle avant Jésus-Christ, eh bien les Carthaginois vont revitaliser les vieux comptoirs qui avaient été créés préalablement et vont en construire, en fonder de nouveaux. Vous savez que les Carthaginois, je le répète, ils sont des Phéniciens, c'est-à-dire qu'ils sont originaires de l'actuel Liban, sauf que la Phénicie n'était pas un pays, c'était une région qui comprenait plusieurs cités-États, dont les plus célèbres sont Sidon, Tyr, Bérite. On a encore une autre que je n'ai plus en tête, Byblos, bien entendu. Eh bien, donc ces Carthaginois vont jouer un rôle très important, puisqu'ils vont être en moment donné, ils vont constituer une telle puissance commerciale et militaire qu'ils vont se trouver face à la puissance montante au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les Romains. Vous savez qu'il y a eu des guerres puniques. Les guerres puniques, ça vient d'un mot latin qui veut dire phénicien. Donc les guerres puniques, ce sont les guerres phéniciennes. Donc entre d'une part Rome et d'autre part Carthage. Au 1er siècle de notre ère, on peut dire que l'Empire romain a sa forme définitive, à part quelques territoires. Regardez sur la carte murale. Vous voyez qu'ici, il y a une province romaine qui va être fondée par l'empereur Claude, donc au milieu du 1er siècle de notre ère. Cette province s'appelle la Mauritanie Tingitane. T-I-N-G-I-T-A-N-E. Tingitane. Voilà, la Mauritanie Tingitane.
À la fin du IVe siècle de notre ère, l'empereur Théodose va diviser l'Empire en deux parties. Il y aura l'Empire romain d'Occident, dont fera partie justement l'actuel Maroc, et l'Empire romain d'Orient. Déjà à la fin du IIIe siècle de notre ère, l'empereur Dioclétien, qui en 285 va établir un système de gouvernement d'empire que l'on appelle la tétrarchie, c'est-à-dire le gouvernement par 4 empereurs, 2 empereurs et 2 co-empereurs en fait, la tétrarchie, va inclure dans une grande subdivision administrative que l'on appelle un diocèse. Le mot est resté d'ailleurs dans la structure administrative de l'Église catholique, l'Espagne et le Maroc. Je dis bien le Maroc de l'époque romaine, c'est-à-dire le Maroc de l'époque romaine. Si vous regardez bien, si vous comparez cette carte-là avec celle-ci, la Mauritanie tingitane s'arrête ici. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle le limès. Donc les Romains n'ont jamais été plus loin qu'ici. Toute cette partie-ci n'a jamais été sous la coupe des empereurs romains. Si je vous dis ceci, ce n'est pas sans intérêt, bien entendu. C'est que, je vous dis, l'Espagne et la partie septentrionale du Maroc font partie du même diocèse, donc de cette grande structure administrative. Ce n'est pas sans intérêt parce que, pendant une grande partie de l'histoire, l'Espagne, le destin de l'Espagne et du Maroc vont être liés. Ils seront intimement liés. Pendant longtemps, c'est la civilisation islamique qui va dominer l'Espagne. Autrement dit, c'est le sud qui va dominer le nord. Et c'est seulement alors, au XVIe siècle, que le rapport de force entre le nord et le sud va s'inverser, au point que c'est le nord qui va dominer le sud au moment de la reconquête. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, donc c'était simplement une introduction. Alors qu'est-il resté de l'époque romaine pour le Maroc? Tout d'abord un site archéologique que vous pouvez voir si vous partez en vacances là-bas, hein, c'est le site de Volubilis. D'ailleurs, c'est un clin d'œil, hein, mais il y a un centre culturel à Bruxelles qui se trouve à Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, qui s'appelle Wolubilis, hein, avec un W, Wolubilis. Donc ici c'est Volubilis, V-O-L-U-B-I-L-I-S. Tenez-vous bien, alors que le calendrier arabe basé sur l'Hégire, c'est-à-dire à partir de 622 après Jésus-Christ, donc de notre ère, va s'imposer dans les pays d'islam, eh bien les paysans marocains vont continuer à utiliser le calendrier julien, c'est-à-dire le calendrier romain, donc en pleine époque musulmane. Ils vont utiliser donc le calendrier, je dis bien, romain, julien. Autre élément sur le plan culturel, c'est que au IIIe et IVe siècle de notre ère, mais c'est déjà le cas à partir du IIe siècle, le Maroc se christianise. Mais oui, le Maroc, avant d'être musulman, a été chrétien. Il ne faut pas oublier que ce qui a permis, entre autres choses, la diffusion de l'islam en Méditerranée, c'est que le terrain avait été préparé du passage du polythéisme au monothéisme par les chrétiens. Donc quand
tous ces nomades et ces tribus bédouines arrivent d'Arabie Saoudite et puis augmentent, je dirais, leurs troupes grâce aux populations locales qui va finalement les amener en Espagne, eh bien, ils ne trouvent pas devant eux des populations païennes, mais des populations qui sont déjà monothéistes, puisqu'elles ont été christianisées. C'est très important à noter. L'islam ne se serait pas répandu aussi vite si toute la côte d'Afrique du Nord n'avait pas été préalablement christianisée. Et je dirais même que dans l'Antiquité, le nord de l'Afrique est une région particulièrement christianisée. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé en Égypte. Vous avez vu la présence des Coptes, Alexandrie, au Caire. Les Coptes sont des chrétiens qui remontent, qui ont été parmi les premiers christianisés. Donc, les premiers chrétiens, ce sont des Syriens, ce sont des Égyptiens, outre évidemment les Palestiniens. Ce ne sont évidemment pas les Européens ont été christianisés après l'Afrique du Nord. Donc on trouve des chrétiens en Égypte, on en trouve en Tunisie, on en trouve en Algérie, beaucoup. Un des grands pères de l'Église, à 4e, 5e siècle de notre ère, et j'ai l'occasion de vous en parler dans le cadre de mon cours d'histoire de la philosophie, c'est Augustin, l'évêque d'Hippone. Et je vous ai expliqué que Hippone, c'est une ville qui se trouve dans le nord-est de l'Algérie, près de la frontière tunisienne, et qui s'appelle aujourd'hui donc Beaune, B-O, accent circonflexe, N-E. C'est pour vous dire que cette chrétienté nord-africaine est très présente. Et finalement, on peut dire que les chrétiens d'Europe occidentale en particulier, ne sont en fait rien d'autre que des hérétiques qui ont été catholicisés très tardivement, puisque la plupart étaient des Ariens, les Burgondes, les Allemands, pas les Allemands, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales. Les Vandales, on retrouve en Afrique du Nord, là. Ils étaient arianisés, autrement dit, c'était des chrétiens hérétiques, ariens, tandis que les vrais chrétiens, si je puis dire, on les trouvait en Afrique du Nord. Voilà. Alors, dernier élément, c'est qu'à partir du IIe siècle de notre ère, donc sous l'Empire romain, est introduit le chameau. Alors le chameau, ça n'a l'air de rien, mais enfin, pensez au cheval dans nos régions, le chameau va permettre de traverser le Sahara. Et donc ça veut dire que le Maroc ne va plus être lié uniquement au monde méditerranéen, il va pouvoir se déployer dans l'avenir vers le sud. Vous savez que le Maroc actuel, depuis 35 ans maintenant, est 2 fois plus étendu que celui que nous apprenions dans notre jeunesse à l'école. Effectivement, le Maroc initial ne comprenait pas ce vaste territoire qui se trouve donc entre le Maroc proprement dit et la Mauritanie, que l'on appelle le Sahara occidental. Il n'a été annexé qu'en 1975, donc il y a 35 ans seulement, à la suite d'une grande marche verte initiée par le roi du Maroc, Hassan II, à la suite de commentaires qui ont été faits par une commission de l'ONU et qui reconnaissaient des droits historiques du Maroc, au moins partiellement, sur cette région, alors que c'était une colonie espagnole. Mais comme en 1975, vous savez, Franco tombe, à ce moment-là, toutes les colonies espagnoles, les quelques colonies espagnoles qui restaient, il n'y en avait presque plus, évidemment. Il y avait la Guinée espagnole et le Sahara occidental. L'Espagne a perdu toutes ses colonies au début du XIXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique, tout ça c'est entre 1810 et 1823. Et Cuba et les Philippines, c'est en 1888. Donc, le chameau, très important, l'introduction du chameau à partir du IIe siècle, autrement dit, l'espace presque vital du Maroc va pouvoir se déployer vers le sud.
Alors maintenant, on va passer évidemment à une époque essentielle dans l'histoire du Maroc, c'est l'époque islamique. Alors l'époque islamique, elle date, elle commence au 7e siècle de notre ère. Vous savez que Mahomet meurt en 632, à sa mort en 632, toute la péninsule arabique est conquise. Mahomet est à la fois un chef religieux mais aussi un chef politique. Il a 4 successeurs qu'on appelle les 4 califes qui règnent pendant la trentaine d'années qui succèdent, et puis il y a une première dynastie qui dure une centaine d'années, c'est la dynastie des Omeyyades, et la dynastie des Omeyyades va conquérir des territoires jusqu'en Espagne, en transitant bien entendu par le Maroc. Ça veut dire que au Moyen-Âge, on ne se pose pas la question de savoir si on est au Maroc ou en Espagne. On ne se pose même pas la question de savoir si on est sur 2 continents différents. Le détroit de Gibraltar, c'est rien du tout à traverser. Hein. C'est rien du tout. Hein, la distance entre l'Espagne et le Maroc est moins grande que la distance entre la France et l'Angleterre. C'est rien du tout. Hein? Regardez-le sur la grande carte, on va le montrer ici pour que tout le monde puisse situer. Donc pensez bien que quand les tribus bédouines et tous ces moments de la conquête espagnole, les Omeyyades, ils conquièrent toute la côte ici, toute cette région-ci, et alors cette province qui dans l'Antiquité s'appelle l'Africa, c'est-à-dire la partie nord de la Tunisie, et qui a donné son nom à tout le continent, ils conquièrent la Numidie, les 2 Mauritanie ici, ça va. Et quand Tariq traverse le détroit, il arrive en Espagne, pour lui c'est une simple continuité, hein, c'est pas un autre continent, c'est pas un autre pays. N'oubliez pas qu'à l'époque, pendant longtemps, tout cela avait été réuni par l'Empire romain. Ensuite, il y avait les Vandales. Ce sont les mêmes Vandales qu'on trouvait dans le sud de l'Espagne qui ont donné son nom, comme je l'ai déjà indiqué, à ce territoire qu'on appelle El Andalus, c'est-à-dire l'Andalousie. Hein? Et les Vandales, ils avaient établi un royaume qui s'était formé également ici, qui avait été en Sicile. Donc, en fait, pour eux, il n'y a pas de problème. C'est une continuité tout à fait logique. C'est parce que nous avons l'habitude de voir des cartes, on dit ça c'est l'Europe, ça c'est l'Afrique. Mais pour eux, c'était rien du tout, hein, c'est un petit canal à traverser, hein, ceci. Qu'est-ce que c'est que le détroit de Gibraltar? Je ne dis pas que c'est si simple que ça, mais enfin, regardez la distance. Hein, quand vous voyez la Manche et quand vous voyez d'autre part le détroit de Gibraltar, donc aller en Espagne, c'était rien du tout. Et c'est ainsi que Tariq traverse le détroit de Gibraltar. Il va donner son nom à Gibraltar, puisque Gibraltar veut dire la montagne de Tariq, Jebel al-Tariq, qui a donné Gibraltar en espagnol. Jebel, la montagne, al-Tariq. Donc Tariq, c'est le conquérant de l'Espagne. Il se bat contre les Visigoths. Et les Visigoths vont donc être battus par je ne vais plus dire les Arabes maintenant, hein, ce sont ces peuples musulmans, parce qu'il n'y a pas seulement que des Arabes, là-dedans il y a des Berbères, ça s'est mélangé. Pensez bien que ce ne sont plus les mêmes Bédouins d'Arabie, ce ne sont pas les mêmes Bédouins que l'on trouvait en Arabie, qui se retrouvent évidemment en Espagne. Hein. Il y a des tas de populations qui ont été islamisées, qui se sont jointes évidemment aux Arabes, en particulier les Berbères. Alors, cette période musulmane est très importante puisqu'elle participe de l'identité du Maroc. À l'époque, le rapport nord-sud est favorable au sud, puisque c'est le sud qui conquiert le nord, l'Espagne. On est bien d'accord. Pour plusieurs siècles, il va y avoir une civilisation commune à l'Espagne et au Maroc. C'est la civilisation des Omeyyades
une civilisation très brillante, très riche, mais elle va surtout se développer à partir du XIe siècle. Mais je voudrais vous dire quelques éléments sur la civilisation qui précède immédiatement cette civilisation, cet empire hispano-mauresque. Vous avez plusieurs dynasties qui vont se succéder. La première dynastie, c'est la dynastie des Idrissides. À partir de la fin du 8e siècle. Les Idrissides, cette dynastie est contemporaine de Charlemagne et des Carolingiens. C'est à la fin du 8e siècle, début du 9e siècle, qu'est fondée la ville de Fès. 9e siècle, tenez bien. À une époque où en Europe, il n'y a pratiquement pas de ville, à l'époque de Charlemagne. Ou des toutes petites villes, en tout cas. La grande époque de cette civilisation hispano-mauresque se développe à partir du XIe siècle. Donc aux environs de l'an 1000 jusqu'à 1150. Ce sont des populations venues du sud du Maroc, même de Mauritanie, qui vont fonder la civilisation des Almoravides. C'est le nom de la dynastie, les Almoravides. Les Almoravides. Pendant un siècle et demi, 11e siècle, première moitié du 12e. Un autre mouvement, une migration et une conquête va venir du sud, c'est la dynastie des Almohades, à partir de 1150. Les Almohades. C'est à l'époque des Almohades que va être fondée, donc au XIIe siècle, la ville de Marrakech. Marrakech. Et c'est au XIIe siècle également que va être construite la fameuse Koutoubia à Marrakech, la Koutoubia. Et la fameuse tour Hassan. Que vous pouvez toujours visiter, à l'heure actuelle. L'art de cette époque-là est un art extrêmement raffiné. Dans les mosquées, on trouve des motifs floraux et des motifs géométriques, ou plus exactement des motifs floraux géométrisés, pour être plus précis. Parce que dans l'islam sunnite, c'est une des deux grandes branches de l'islam, 90% des musulmans sont sunnites, il y a encore, je dirais, 7 ou 8% qui sont chiites, et alors il y a différentes branches tout à fait minoritaires. Dans l'islam sunnite, il est interdit de représenter des créatures de Dieu. Donc on ne peut pas représenter des figures humaines, a fortiori l'image du prophète. On ne peut pas représenter des hommes. Si vous allez dans une mosquée, vous ne trouverez jamais des représentations humaines, ni d'animaux, et même les fleurs ou les plantes, elles sont stylisées pour qu'on ne puisse pas les reconnaître en tant que telles. Le but est de les symboliser, en fait.
à l'inverse de l'islam chiite, où là on peut représenter des créatures de Dieu. Si vous allez en Iran, ben, vous verrez qu'en Iran, ben, vous avez des représentations dans les mosquées. Si vous voyez des miniatures persanes, ben, dans les miniatures, vous allez voir même des épisodes de la vie du prophète. Il aura simplement un voile blanc devant le visage. Mais pour le reste, tous les personnages, on verra la bataille, on verra les chevaux, on verra tous les guerriers, etc. Et ça, ce sont dans les miniatures persanes. C'est ce qu'on appelle donc l'islam chiite, que l'on trouve en Iran et que l'on trouve dans le sud de l'Irak. On le trouve aussi partiellement dans les Émirats arabes unis, dans le Golfe donc, et on le trouve également au Liban. Mais partout ailleurs, du Maroc à l'Indonésie, c'est l'islam sunnite qui domine, c'est-à-dire là où on ne peut pas représenter de figures humaines. Donc vous aurez dans les mosquées des mosaïques, des motifs divers, mais en tout cas pas de représentation. N'oubliez pas que les musulmans, ils ont une allergie contre tout ce qui est représenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui crée? C'est Dieu. Et Dieu lui-même, on ne l'approche qu'avec énormément de précautions. On peut citer son nom, c'est Allah, comme vous savez. Alors que chez les Juifs, on n'ose pas même prononcer son nom. On ne peut pas dire Yahvé chez les Juifs, puisque le nom de Dieu est innommable. On ne peut même pas toucher la Torah. Donc ceux qui lisent la Torah, ils ont une sorte de sceptre avec une petite main en bout, un petit doigt. On ne peut même pas toucher la Torah, tellement le texte est sacré. Et on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. On ne peut pas dire Yahvé, on peut dire Adonai, par exemple, qui veut dire Seigneur, des choses comme ça. Donc on trouve des doublets, quoi, des pseudonymes, si vous voulez. Mais chez les musulmans, qui sont les héritiers directs du judaïsme, on ne s'adresse à Dieu qu'avec une vénération absolue. Vous savez, dans le christianisme, on s'adresse même à Jésus, qui est quand même le Fils de Dieu, avec une certaine familiarité. On lui dit tu, c'est toi Seigneur, Jésus, etc., comme avec une certaine familiarité. Dans l'islam, pas du tout. Dieu, c'est un Dieu dont on a peur, que l'on respecte. D'ailleurs, être musulman signifie être soumis. Musulman en arabe, ça veut dire soumis. Ça va? Alors, je vous parlais donc des Almohades. Alors, de très nombreuses dynasties vont se succéder. Il va y avoir, entre autres, les Mérinides, 14e, 15e siècle. Les Mérinides. Il y a encore bien d'autres dynasties. Pourquoi? Eh bien parce que le problème majeur qui se pose pour ces dynasties, c'est de pouvoir établir un pouvoir central. La première tentative de pouvoir central, c'est effectivement Idriss, deuxième moitié du 8e siècle de notre ère, qui parvient à établir un embryon de pouvoir central avec un conseil. Le conseil, c'est ce que nous appelons un gouvernement. Mais au Maroc, on est dans une configuration sociale qui n'a strictement rien à voir avec celle de l'Occident à la même époque. Vous avez de très nombreuses tribus. En Europe, à la même époque, en Europe occidentale, il n'y a pas de tribus. Il y a bien des tribus à l'époque des Gaulois, mais enfin, à l'époque de l'Empire romain, il n'y a plus de tribus, c'est fini tout ça. Il n'y a pas de nomades non plus en Europe occidentale. Tandis que ces souverains marocains, ils vont se retrouver face à des tribus qui contestent sans arrêt le pouvoir central. Donc, le pouvoir central ne parviendra que très tardivement et sporadiquement, à des périodes précises, à établir véritablement son autorité sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir en plus que l'islam, la notion de frontière, est étrangère à l'islam, à la pensée musulmane. N'oubliez pas que l'islam est né
je dirais, pratiquement dans le désert. C'est pas tout à fait vrai, hein. L'islam est né à Médine, à Yathrib et à la Mecque. Enfin, ce sont des oasis dans le désert. Comment voulez-vous que la notion de frontière puisse raisonner de la même manière que pour un occidental sédentarisé, hein, qui dispose de terres fertiles? La frontière pour un musulman qui vit dans le désert, c'est quoi? C'est quoi? C'est du sable. Et jusqu'où ça va? À partir d'où ça commence et où ça finit? Regardez un petit peu, à l'heure actuelle, on voit beaucoup, hein, la carte du nord de l'Afrique sur les écrans de télévision. On voit bien que les frontières ont l'air d'avoir été coupées comme ça, de manière tout à fait géométrique, puisque c'est le Sahara. Donc on voit l'Égypte qui a presque la forme d'un carré. Évidemment, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien pour faire la frontière. Donc à un moment donné, on s'est dit, voilà, hein, de tel endroit, tel méridien, voilà, là c'est la Libye, là c'est l'Égypte. Vous voyez comment c'est coupé, c'est le désert. Donc la notion de frontière ne renvoie pas à quelque chose qui est commun pour un sédentaire, là où il y a des terres et là où on doit se disputer pour la propriété au centimètre près. Chez nous, nous avons un cadastre, hein, et ça fait des tas de problèmes chez les juges de paix, hein, si vous mettez votre borne un mètre plus loin ou plus près dans votre jardin. Hein. Enfin, chez les juges de paix pour ça. Hein. Parce qu'on tient à voir son précaré, quoi. Tandis que quand vous êtes dans le désert, évidemment, ça commence à se poser des problèmes quand on a découvert du pétrole et du gaz. Ça a été autre chose. Hein. Parce que là, la propriété du sous-sol, ça devenait quelque chose d'important. Mais tant qu'on n'avait pas besoin de pétrole et tant qu'on n'avait pas besoin de gaz, et qu'on ne l'exploitait pas, hein, libre circulation. Hein. Pensez bien que les Touaregs, à l'heure actuelle, ils ne se posent pas la question. Maintenant, je suis au Mali, maintenant, je suis en Algérie, maintenant, je suis au Tchad. Hein. Ils sont sur leur chameau, ils avancent. Hein, c'est leur seul problème, quoi. Hein. C'est le désert, il y a du sable ou des pierres. Hein, parce que le désert, ça peut être aussi des pierres. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, autrement dit, la notion de territoire ne correspond pas chez des peuples où il y a des sédentaires et des nomades à ce que nous connaissons dans nos régions. Donc, le pouvoir central a été en but perpétuellement face à des tribus combatives, guerrières, fières, très attachées à leur espace, mais un espace qui n'est pas défini, je dirais, au cordeau. Donc ce sont des tribus farouches qui, jusqu'au XXe siècle, hein, ont combattu le pouvoir central. Alors le grand événement dans l'histoire du Maroc, enfin, parmi d'autres, ça a été, bien sûr, l'arrivée des Européens. Il faut savoir que pendant plusieurs siècles, 5 siècles au moins, du XIe au XVe siècle, les petits royaumes chrétiens qui étaient parvenus à résister un petit peu comme Astérix, hein, face aux Romains, les petits royaumes chrétiens qui s'étaient établis dans le nord de la péninsule ibérique, face aux musulmans, c'est-à-dire en Galice, le Portugal, les Asturies, le Léon, la Castille, l'Aragon, eh bien, tous ces petits royaumes vont progressivement reconquérir, hein, tous les territoires qui ont été perdus à l'époque wisigothique, plusieurs siècles auparavant, donc au 7e siècle. Et donc l'Espagne va reconquérir, les Espagnols, enfin les Espagnols chrétiens, parce que les Espagnols, les musulmans étaient aussi les Espagnols, il ne faut pas oublier, vont progressivement reconquérir toutes ces terres. Et à un moment donné, en 1492, prise du royaume de Grenade, dans le sud de l'Espagne. Tout le monde voit où ça se trouve, Grenade? Dans le sud de l'Espagne? Oui? Oui, bon, ok. Alors, à un moment donné, les Espagnols et les Portugais ont reconquis toute la péninsule. Les Espagnols et les Portugais, à ce moment-là, cherchent à aller plus loin. Les Portugais, déjà, avaient reconquis plutôt tout leur territoire, c'était bien, fait bien avant 1492, hein, et les Portugais s'étaient déjà lancés dans, comment dirais-je, dans des voyages outre-mer qui vont les conduire bientôt en Indonésie, hein, vont faire le périple de l'Afrique.
Les Espagnols, eux, attendent donc 1492 pour pouvoir débarquer en Afrique du Nord. Ils vont fonder comment dirais-je, de comptoirs, de têtes de pont. Je crois que le terme qui convient, c'est plutôt de têtes de pont, qui sont toujours espagnols à l'heure actuelle, vous les connaissez peut-être, c'est Ceuta et Melilla. Ça se trouve sur le territoire d'Afrique du Nord, hein, et ça appartient à l'Espagne. Vous savez qu'il y a des tas de réfugiés africains qui arrivent là-bas, hein, à Ceuta et Melilla, et qui veulent, une fois qu'ils ont passé les barbelés, parce qu'il y a des tas de barbelés là, une fois qu'ils ont passé les barbelés, ils sont sur le territoire de l'Union européenne, puisqu'ils sont en Espagne, alors qu'en fait c'est l'Afrique du Nord. Ça va? Eh bien les Portugais, de la même manière, eux, vont chercher à s'étendre dans ce que nous appelons le Maroc maintenant. Et c'est comme ça que, dans les années 1570, je crois que c'est en 1578, si mes souvenirs sont bons, le roi du Portugal, qui sauf erreur de ma part était le neveu du roi Philippe II d'Espagne, à savoir ici Don Sébastien, va lancer une expédition au Maroc où il va se faire battre. Et là, c'était l'arrêt, évidemment, de la menace chrétienne européenne en Afrique du Nord. Il meurt, c'est son oncle, donc Philippe II, qui va annexer le royaume du Portugal jusqu'en 1640 à l'Espagne. Donc c'est comme ça que toutes les colonies portugaises d'Amérique du Sud, hein, à savoir le Brésil, vont donc devenir espagnoles, entre guillemets. Elles restent officiellement portugaises, hein, bien entendu, mais enfin c'est le même roi, hein, qui gouverne à la fois les colonies portugaises et les colonies espagnoles. Donc Philippe III à cette époque-là, et puis Philippe IV. Après Philippe II, donc. Hein. Alors, au XVIIe siècle, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on peut dire qu'on est dans une période de décadence générale, et au XIXe aussi, dans l'histoire du Maroc. L'islam ne parvient pas à récupérer, les pays d'islam, leur retard par rapport à ce coup d'envoi pris par l'Europe au moment des grandes découvertes, cet afflux d'argent, de métaux précieux, enfin d'or, qui fait que l'économie européenne est complètement revigorée, et grâce à ces, comment dirais-je, grâce à l'esprit d'entreprise, à la volonté des rois d'avoir des territoires en outre-mer, etc., ce qui va permettre, disons, à l'Europe vraiment de créer un véritable empire, aux États européens plus exactement, de créer de véritables empires commerciaux au-delà des mers, en Amérique et en Asie à cette époque-là. Alors, l'islam, je vous dis, est en retard pour 3 siècles. L'islam décline. 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle. Il y a toutefois un roi qui s'appelle Moulay Ismaël, qui est pratiquement contemporain de Louis XIV. Donc il règne à partir des années 1670 jusqu'au début des années 1720. Alors lui, il va se battre sur tous les fronts en même temps. Il va se battre contre les chrétiens, il va se battre sur le plan extérieur également contre les Turcs, parce qu'il faut savoir que l'Empire ottoman couvre tout l'est de l'Empire du bassin méditerranéen, donc le sud-est de l'Europe, hein, depuis ce qu'on appellera plus tard la Yougoslavie, hein, depuis la Bosnie-Herzégovine, quoi. Hein, donc l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, tout ça est ottoman, hein, à l'époque qui nous intéresse ici, 17e et 18e siècle. Les Ottomans occupent la Grèce, ils occupent la Turquie actuelle par définition, ils occupent l'Irak, ils occupent la Syrie, Israël, le Liban, tout ça, ce sont des pays actuels, hein, qui n'existaient pas à l'époque, bien sûr.
Ils occupent la côte ouest de la péninsule ibérique, la péninsule est, la péninsule arabique, excusez-moi. Ils occupent également l'Égypte, ils occupent la Libye, ils occupent la Tunisie, l'Algérie, mais ils n'occupent pas le Maroc. Donc, le Maroc a été le seul pays d'Afrique du Nord à n'avoir été jamais occupé par les Turcs. Quand vous étiez en Tunisie ou quand vous étiez en Algérie, c'est des pays qui n'existent pas à l'époque, hein, vous avez bien compris, enfin les territoires, vous étiez dans des États vassaux de l'Empire ottoman. Vous aviez à Tunis un bey, B-E-Y, et vous aviez à Alger un dey, D-E-Y, un D en fait, un B et un D. C'est pour être audible que je l'ai prononcé en distinguant donc les voyelles. Hein. Voilà. Mais au Maroc, vous aviez un sultan, parce que le titre que se donnait le roi du Maroc, c'était celui de sultan, ce qui veut dire vraiment chef d'État. Le seul à se donner un titre semblable, c'était le sultan d'Istanbul, c'est-à-dire l'empereur ottoman. Donc, le roi du Maroc est sultan, chef d'État. Alors, il se bat, je vous ai dit, Moulay Ismaël, non seulement contre les chrétiens, il se bat d'autre part à l'est contre les Turcs. Il va pouvoir simplement fortifier le Limay, c'est-à-dire la frontière entre le Maroc et l'Algérie, pour faire bref, hein, ça ne correspond pas exactement au territoire actuel, mais enfin, en gros, c'est cela, la frontière orientale. Et il va surtout se battre contre les tribus à l'intérieur du Maroc. Parce que l'Éternel épine dans le pied des sultans du Maroc, des souverains chérifiens, ça a toujours été les tribus rebelles. Parce qu'il y a des petits chefs, si vous voulez, ou des petits chefs, des chefs parfois très puissants, enfin qui ne gouvernent pas sur des territoires immenses, qui menacent constamment l'autorité et le gouvernement central. Alors, pas grand-chose à dire sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Retenez quand même que le XIXe siècle, c'est l'époque, la grande époque de la colonisation par l'Europe de l'Afrique. Donc, inévitablement, le Maroc va se trouver dans la tourmente. Je ne vous apprends pas rien en disant que c'est au XIXe siècle que l'Afrique noire en particulier va être l'objet de toutes les convoitises. Entre autres choses pour les fameuses matières premières qu'on y trouve. En 1885, il y aura la fameuse conférence de Berlin, lors de laquelle eh bien, le partage de l'Afrique par les puissances européennes va se réaliser. Il faut savoir aussi que la Méditerranée, qui était devenue une région sans beaucoup d'intérêt depuis le XVIe, XVIIe siècle, depuis le XVIIe siècle surtout, depuis que, je dirais, l'enjeu des puissances commerciales se trouvait dans l'Atlantique ou dans les mers chaudes. Les Anglais, les Hollandais, les Français, ce qui les intéressait, c'était pour les Français, les Anglais, les fourrures au Canada, c'était en Amérique latine, c'était l'or, l'argent, puis le café, le coton, le cacao, le tabac, etc. Et c'était aussi les mers chaudes, c'est-à-dire le trafic dans l'océan Indien, et plus particulièrement, alors, du côté de l'Indonésie, le commerce des épices, bien sûr. La Méditerranée n'avait plus un enjeu particulièrement important, comme ça avait été le cas, je dirais, jusqu'au XVIe siècle, à l'époque où c'était Venise, puis Gênes, qui avait donné le haut du pavé. Alors, en effet, qu'est-ce qui se passe? À partir de 1830, la France se lance dans la conquête de l'Algérie. C'est le roi Charles X, le dernier des Bourbons, qui en juillet 1830 connaît une grande victoire donc, sur le Dey d'Alger,
Alors, il se fait que ce régime politique tombe quelques semaines après la prise d'Alger, quelques semaines après. C'est la publication fin juillet 1830 des 4 ordonnances. Un nouveau régime se met en place, la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe Ier, qui lui va poursuivre la conquête de l'Algérie. Il faudra plusieurs décennies pour que l'Algérie soit finalement soumise. Il y a entre autres les combats contre l'émir Abdelkader. Mais alors, ce qui donne une actualité particulièrement grande à la Méditerranée au XIXe siècle, c'est évidemment le creusement du canal de Suez, 1869. Donc à la fin du Second Empire, 1869. À partir de ce moment-là, la Méditerranée devient très importante. Précédemment, lorsque l'on voulait commercer avec l'océan Indien ou avec l'Indonésie, on devait faire tout le tour de l'Afrique. Complètement. À partir du moment où on creuse le canal de Suez, eh bien, tous ces chargements qui viennent d'Indonésie, qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, mais ils vont passer par la mer Rouge, puis par le golfe de Suez, et enfin par le canal de Suez jusqu'à Port Saïd. Et puis alors, tous ces navires transitent par la Méditerranée à partir du dernier tiers du XIXe siècle. Donc la Méditerranée revêt un enjeu très important. Le Maroc, à cette époque-là, doit emprunter énormément parce que sa balance commerciale est déficitaire et le budget de l'État est tout à fait désastreux. Cela s'explique tout d'abord par la chute des matières premières, des prix des matières premières et en particulier des produits agricoles. Le Maroc, vu sa situation budgétaire, va devoir emprunter. Emprunter, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir dépendant. Et dépendant de qui? Des grandes puissances financières. Quelle est la grande puissance financière qui vient au secours de l'État marocain? C'est la France. En effet, en 1904, un consortium de banques avance des fonds tout à fait considérables au Maroc, mais vous savez que les banques ne prêtent pas dans un souci humanitaire, et que les banques, lorsqu'elles prêtent, elles peuvent avoir des garanties du remboursement de l'emprunt. Et donc, la France va envoyer des douaniers, si je puis dire, des contrôleurs français dans les ports marocains pour surveiller non seulement et prendre au passage la taxe qui va permettre de rembourser l'emprunt. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, de la dépendance économique, on va passer à la dépendance politique. Et en 1912, le protectorat français s'impose au Maroc. Je dis bien un protectorat. Quelle est la différence entre une colonie et un protectorat? Une colonie, c'est un territoire conquis par un pays qui a la mainmise économique, militaire, mais aussi politique. C'était le cas, par exemple, dans le courant du XXe siècle, de la Belgique sur le Congo. Quand vous étiez au Congo, vous étiez dans une colonie belge, c'est-à-dire que non seulement la Belgique exploitait toutes les ressources, et Dieu sait s'il y en avait au Congo, en particulier des ressources minières, mais pas seulement, il y avait le caoutchouc, entre autres choses,
Mais les Belges avaient également la mainmise politique. Autrement dit, au Congo, il y avait des provinces dirigées par des gouverneurs, et il y avait un gouverneur général qui représentait l'État belge. Donc vous étiez, quelque part, pas en Belgique, mais dans une annexe de la Belgique. Dans le cas d'un protectorat, ce n'est pas la même chose. La France avait en Afrique du Nord 2 protectorats. L'un au Maroc, l'autre en Tunisie. L'Algérie, c'est un cas à part. Dans le nord de l'Algérie avaient été établis 3 départements. Oran, l'Oranais, alors le Constantinois, chef-lieu Constantine, et l'Algérois, capitale Alger. Ils n'étaient considérés comme colonies que les territoires du sud, et en particulier le Sahara. Mais donc toute la région riche, je dirais à 200 km des terres, de la mer, mais là c'était des départements où résidaient de très nombreux Français, qui avaient d'ailleurs établi leur tente, si je puis dire, leur maison, qui avaient construit leur maison, qui vont s'y établir pour plusieurs générations. Et là, vous étiez dans des départements français. Donc, quand vous étiez à Alger, vous étiez en France, vous n'étiez pas dans une colonie. La colonie algérienne commençait au sud des 3 départements français. Donc, vous étiez en France. C'est pour ça qu'il y a eu une guerre civile, vécue comme une guerre civile, évidemment, pour les Français qui résidaient là entre 1954 et 1962. Pour eux, c'était leur pays, l'Algérie. C'était simplement, quand vous étiez dans le sud, du côté des Bédouins, là, vous étiez dans une colonie française. Le nord, c'était la France. Dans le cas du Maroc, c'est le résident, c'est plutôt le général Lyautey qui va être désigné comme résident de la France, résident général. Le rôle du résident général, en fait, est celui d'un gouverneur général, mais un petit peu particulier, puisqu'il n'y a pas de dépendance politique officielle directe. Le sultan, au Maroc, est à la fois chef religieux et chef politique. Autrement dit, c'est un calife. Il est à la fois, il est commandeur des croyants. Sauf erreur de ma part, l'actuel roi du Maroc est toujours commandeur des croyants. Donc il est à la fois roi et pape, si vous voulez, je dirais chez vous. Il a les 2 fonctions. Et d'après l'accord qui est signé et imposé au Maroc par la France, le roi du Maroc, donc le sultan, transmet ses pouvoirs temporels, c'est-à-dire ses pouvoirs politiques, au résident général. Donc, ça veut dire que toute l'administration, tout ce qui concerne la défense et tout ce qui concerne les affaires étrangères, tous ces secteurs sont de la compétence de Paris, enfin, du résident général qui prend ses ordres à Paris. En France, à l'époque, on est sous la Troisième République. Dès 1912, il y a un afflux de citoyens français qui arrivent au Maroc. Donc avant la Première Guerre mondiale, il y a déjà plus de 60 000 Français et étrangers. On trouve également d'autres ressortissants, des ressortissants d'autres nations européennes à ce moment-là. Il faut savoir que la plus grande partie du Maroc est protectorat français, mais qu'il y a à côté de cela 2 parties du Maroc qui ne dépendent pas directement de la France. Alors, je vous les montre au tableau. C'est tout d'abord ici, vous voyez, Tanger. Tanger qui est en fait administré par plusieurs pays européens, dont la France, l'Espagne, l'Angleterre aussi.
Donc c'est une ville, je vous dis, internationale. À côté de ça, vous avez ici le Maroc espagnol. Et puis alors, le reste du pays, là, est effectivement sous protectorat français. C'est de cette même région ici, au nord du Maroc, que dans les années 30, un général qui n'était pas spécialement remarquable par son intelligence, qui s'appelait Francisco Franco, va partir, va traverser les détroit de Gibraltar et va se rebeller contre la République espagnole. Ce sera le début de la guerre civile en 1936, et en 1939, il établira son pouvoir. Et donc, le général Franco, le dictateur de l'Espagne entre 1936 et 1975, est parti du nord du Maroc. C'est là que se trouvaient donc les troupes qui lui ont permis de conquérir l'Espagne sur un régime démocratiquement élu, qui était le régime républicain espagnol. Alors, dans les années 1920 et suivantes, la partie septentrionale du Maroc, ce qui apparaît au tableau, vous le voyez comme étant le Rif. Eh bien, le Rif va connaître des troubles très très importants. Les tribus se révoltent, et elles se révoltent contre qui? Officiellement, contre le sultan. Elles ont un chef qui s'appelle Abdelkrim, à ne pas confondre avec Abdelkader en Algérie. Je vais peut-être remonter un petit peu. Non, ça ne change rien du tout. Vous voyez que j'allais avoir un petit peu moins de soleil, mais ça ne change pas. Donc, ces troupes, comment dirais-je, plutôt les troubles dans la région du Rif vont absorber une grande partie de l'énergie de l'armée française. Finalement, le territoire est, comme on dit dans ces cas-là, pacifié. Vous avez bien compris qu'il faut mettre des guillemets autour de ce terme. Et le sultan se trouve enfin, mais je vous ai dit que son pouvoir est quand même très limité, se trouve enfin devant un territoire unifié. Paradoxalement, c'est la colonisation française ou le protectorat français qui va permettre l'unification du Maroc, et qui va, dès les années 30, et là c'est pas paradoxal, parce que être à l'origine de la création d'un parti national, nationaliste, visant à rendre le Maroc indépendant. Pendant les années de guerre, la situation du Maroc est la suivante. Le Maroc, comme toutes les colonies et les protectorats français, sont censés être en paix avec l'Allemagne, puisque, au mois de juin 1940, le maréchal Pétain et son gouvernement ont signé un armistice avec Hitler. Ils ont établi donc le fameux régime de Vichy, une petite ville d'eau donc dans le centre de la France. Donc, quand vous êtes au Maroc, pendant la guerre, la première partie de la guerre, vous êtes en fait dans un pays qui n'est pas en guerre. Mais en novembre 1942, qu'est-ce qui se passe? C'est le débarquement des Anglais, des Américains en Afrique du Nord, et là, la situation va changer. Parce que l'armée française au Maroc et en Algérie, puisque
puisqu'elle dépendait de Vichy, aurait dû empêcher les Anglais et les Américains de débarquer en Afrique du Nord. Or, après quelques échauffourées très rapides, eh bien, les Anglais et les Américains ont pu débarquer. Et ils ont été accueillis avec beaucoup de bienveillance, et même avec joie, par les Français qui étaient présents. Alors, certains Marocains, comme d'ailleurs certains Tunisiens, ont joué à cette époque-là la carte, au début de la guerre, des Allemands, en disant c'est eux qui vont gagner la guerre, et puis très rapidement ils se sont rendus compte que le vent tournait, qu'il valait mieux être du côté des Américains, et du bon côté. Peut-être avez-vous vu un film très célèbre de Curtis qui s'appelle Casablanca, avec Humphrey Bogart et avec Ingrid Bergman. Non? Ça ne vous dit rien? C'est un film très célèbre, où il y a un fameux baiser d'ailleurs entre les deux acteurs très célèbres dans l'histoire, parce qu'il dure plus d'une minute, sauf de ma part, c'est le baiser le plus long, je crois, de l'histoire du cinéma. Et bien dans ce film-là, on voit justement, dans Casablanca donc, que c'est un film fait pendant la guerre. Hein. Justement, les tensions qui peuvent exister. À un moment donné, on se trouve dans un, je dirais, oui, un restaurant, si mes souvenirs sont bons, où on donne un spectacle. Et si mes souvenirs sont bons, ce sont des soldats allemands qui sont présents et qui sont en train de chanter en allemand. Et puis, il y a le chef, le patron du bistrot, si je peux dire, du restaurant, qui fait un petit signe à l'orchestre, parce que souvent dans ces restaurants, il y a un petit orchestre, des gens qui sont à la batterie, et comment dirais-je, avec quelques guitares, des choses comme ça, et il leur fait un petit signe, et à ce moment-là, il commence à jouer la Marseillaise. Et puis dans ce restaurant, c'est assez comique, parce que au départ, on commence à chanter la Marseillaise tout doucement, et puis tout le monde se met à chanter la Marseillaise, pour évidemment supplanter la voix des Allemands qui se trouvent à une table un petit peu plus loin. Et donc c'est un acte évidemment patriotique, mais à une époque, il ne faut pas l'oublier, où ça se situe avant le débarquement anglo-américain en 1942. C'est pour dire que les Français à ce moment-là, qui étaient sous le régime de Vichy, n'acceptent quand même pas que des Allemands les bafouent et les humilient dans un territoire français en chantant justement des chants allemands. C'est un film célèbre, hein, Casablanca, je vous conseille de le voir. Je crois qu'il date de 1942, justement, si mes souvenirs sont bons. Un grand classique de l'histoire du cinéma. Alors, après la guerre, le Maroc, comme beaucoup de pays à cette époque-là, de colonies ou de protectorats, peut obtenir son indépendance. Il va y avoir des troubles divers, et c'est seulement en 1956 que le Maroc obtient son indépendance et que le sultan Mohamed V devient souverain, donc tout à fait libre de cet État. Il va y avoir des tentatives pour établir un régime démocratique ou donner une constitution démocratique. Mais c'est assez illusoire parce que, en fait, entre la constitution et la réalité des faits, il y a évidemment une grande distance. D'autant plus que le souverain se voit octroyer par la constitution des pouvoirs considérables. En 1962, Mohamed V meurt et c'est son fils qui va régner pendant très longtemps, jusqu'il y a 12 ans, Hassan II, qui monte sur le trône. Il va gouverner le Maroc d'une main de fer. Comme je dirais, tous les chefs d'État de ces pays-là, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, et je dirais même d'une manière plus générale, en Afrique.
il va parvenir à rassembler autour de sa personne les Marocains. Il va y avoir un véritable consensus lorsque, je vous l'expliquais en début de mon exposé, lorsqu'en 1975, une commission de l'ONU va reconnaître les droits historiques, au moins partiellement, du Maroc sur le Sahara occidental, qui jusqu'alors était une colonie espagnole. C'était le Rio de Oro, c'est-à-dire la rivière de l'or, littéralement. Une marche de 350 000 Marocains va déferler sur le sud, c'est-à-dire sur le Sahara occidental, pour en prendre possession. C'est un vieux truc des monarchies autoritaires et des régimes autoritaires que celui du nationalisme. Pour canaliser et pour détourner toute forme de mécontentement, parce qu'il y avait des tensions au Maroc sur le plan politique et social, bien entendu, eh bien, on s'est trouvé un objectif extérieur, un ennemi extérieur, et de tout temps, ça s'est passé comme ça. Pensez en 1914, combien de monarchies autoritaires ne sont-elles pas rentrées dans la guerre pour redorer le blason? Pensez entre autres à l'empire des Tsars. Hein, il y avait des tensions politiques et sociales importantes à ce moment-là. Hein, et donc, c'était le moyen pour un souverain de rassembler autour de sa personne l'unité du pays en trouvant un ennemi à l'extérieur. C'est un principe bien connu quand il y a des divisions quelque part, on se trouve un ennemi extérieur, et donc on canalise toute son énergie vers quelque chose qui est extérieur, les gens oublient leur querelle interne. C'est bien connu. Hein? C'est un des moyens de gouvernement. Il y a aussi diviser pour régner, mais il y a aussi unir face à un ennemi extérieur. C'est une manière de se maintenir au pouvoir. Sous Hassan II, et encore maintenant d'ailleurs, même si ça s'est beaucoup démocratisé depuis 12 ans, enfin, ça s'est démocratisé beaucoup, c'est ce que je veux dire, mais enfin, par rapport à Hassan II, il y a quand même un progrès. Il y avait, et il y a toujours, hélas, donc des prisons où l'on torture, des prisons épouvantables, hein, qui sont en bordure du désert, hein, et où il vaut mieux ne pas se retrouver, comme dans la plupart des pays de cette région, peut-être qu'en Tunisie aussi, en Algérie, en Libye, il vaut mieux ne pas essayer du tout là. Hein, en Égypte, ça existait aussi. Il y a 12 ans, donc, le Hassan II est mort, c'est son fils Mohamed VI qui est monté sur le trône. Il a essayé, il a tenté de réformer un petit peu les pratiques, mais le roi du Maroc reste un souverain très puissant, même si officiellement on est dans un régime parlementaire, et en plus de ça, c'est l'homme le plus riche de son pays, il ne faut pas l'oublier. De la même manière que Ben Ali, vous avez vu qu'il avait quelques milliards planqués à gauche et à droite. Moubarak, vous avez entendu que le clan de Moubarak, la fortune s'élèverait jusqu'à 60 milliards de dollars. Vous imaginez ce que c'est, alors que beaucoup d'Égyptiens n'ont qu'un dollar à vivre, dont ils disposent pour vivre par jour. Imaginez ce que c'est. Donc ce sont de véritables prédateurs. Hein. Dans le cas du roi du Maroc, il possède un pourcentage très important de l'économie du Maroc entre ses mains. Donc ce n'est pas un régime démocratique du tout. Maintenant, reste à évoquer quand même un problème qui nous concerne, nous, en Belgique, c'est le phénomène de l'émigration marocaine vers, entre autres, la France et la Belgique. Pas seulement. Hein. Alors, la proportion de Marocains, le nombre de Marocains partis en France et en Belgique est pratiquement le même. Hein. Pour les Algériens, ils sont beaucoup plus nombreux en France qu'en Belgique. Hein. Quand vous pensez qu'il y a, je crois, plus de 4 millions de musulmans en France, quand même. Hein. Et la proportion de Maghrébins est très très importante parmi eux. Le cas de l'immigration,
c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, c'est que une fois les Italiens partis à la fin des années 50, quand je dis partis, les travailleurs, ou restés sur place définitivement parce qu'ils ont fait souche après la catastrophe du bois du casier, dans les années 50, tous ces travailleurs italiens qui étaient arrivés juste après la guerre lors de la bataille du charbon, il fallait gagner lors de la reconstruction du pays, eh bien, on a remplacé les Italiens au début des années 60 par des populations venant d'autres régions, et en particulier du Maghreb, surtout du Maroc, sans compter les Turcs. Et c'est comme ça qu'à partir de 1963-64, les travailleurs marocains vont être très nombreux à arriver en Belgique, en particulier. On les a appelés. On les a appelés. On avait besoin d'eux. 10 ans plus tard, le robinet de l'immigration est fermé. Donc pendant 10 ans, on a eu besoin d'eux jusqu'au moment de la grande crise pétrolière qui va amener une grande crise économique tout court dans le monde occidental. Vous savez qu'en 1973, il y a le premier choc pétrolier, de nombreuses entreprises ferment, en particulier en Wallonie, donc la deuxième à partir de 1973-74, pour les 10 ans qui suivent, les entreprises ont fermé les unes après les autres en Wallonie, et quand elles ne ferment pas, eh bien, les canards boiteux, c'est-à-dire les entreprises qui ne tiennent pas la route, elles sont rachetées souvent par l'État pour pouvoir éviter le maximum de licenciements. Mais donc, il y a des tas de Marocains, de nombreux Marocains qui sont arrivés chez nous pour avoir du travail parce qu'on leur en proposait entre 1964 et 1974. Et puis effectivement, par la suite, il y a eu ce qu'on appelait les regroupements familiaux. C'est-à-dire que quand un homme était arrivé en Belgique, ben, voilà, sa femme et ses enfants pouvaient venir aussi, c'était les regroupements familiaux. Vous savez également que les structures familiales sont différentes évidemment de celles dont nous avons coutume ici, et c'est ce qui explique que pendant 2 générations, il y a eu effectivement un accroissement important de la population issue du Maroc. Des familles, c'est assez récemment finalement, depuis moins de 10 ans, que le mode, la structure familiale des Marocains tente à se rapprocher de la nôtre. Donc avoir 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, c'était tout à fait régulier. Et donc, on en avait 6 ou 7, il y avait les regroupements familiaux, et puis arrivé en Belgique, la génération suivante en a eu aussi beaucoup. Donc ce qui explique qu'il y a une croissance démographique très importante, je parle de la population marocaine parce que c'est le sujet du jour, je pourrais dire ça d'autres populations, bien sûr, comme les Turcs en Allemagne, par exemple, mais ici, mon sujet du jour, c'est le Maroc. Et donc, si la Belgique, à l'heure actuelle, a près de 11 millions d'habitants, c'est un peu plus de 10 millions et demi, mais c'est grâce, je dirais, à la croissance des populations allogènes. S'il n'y avait pas eu cet apport extérieur, eh bien, la population belge aurait diminué. Alors, il n'y a pas que les Marocains, bien entendu, il y a eu l'apport d'autres populations, mais les Marocains en Belgique, sauf erreur de ma part, c'est près de 250 000, sauf erreur de ma part. Enfin, maintenant, c'est très difficile à calculer, puisque vous savez que la naturalisation se fait automatiquement à la naissance si vous êtes né en Belgique. Pour ceux qui ne sont pas nés en Belgique, vous avez le choix à 18 ans, donc il devient de plus en plus difficile de savoir qui est issu de l'immigration, puisque la plupart des jeunes issus de l'immigration marocaine trouvés en Belgique, ils sont belges. Ils sont belges, tout simplement. Donc dans les registres, ils sont belges, ils n'apparaissent plus comme étrangers. Donc c'est pour ça que c'est difficile, évidemment, de quantifier ça précisément dans le cadre de statistiques. Alors, voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Un jour,
si vous enseignez face à des élèves issus de l'immigration marocaine, c'était mon cas pendant près de 10 ans, je vais bouger un petit peu parce que j'ai le soleil dans la figure, vous vous rendrez compte, c'est peut-être de moins en moins le cas, parce que moi j'ai quitté l'enseignement secondaire maintenant il y a quand même quelques années, mais que dans la classe, les classes que j'avais, dans l'enseignement technique et professionnel, j'avais souvent des élèves qui parlaient un français un petit peu particulier, parce que ce n'est pas du français, c'est un français métissé, c'est très intéressant à entendre d'ailleurs, et je disais toujours que les étudiants, les élèves que j'avais, c'était des Marocains de Saint-Gilles, qui n'étaient pas tout à fait la même chose que les Marocains de Schaerbeek, d'Anderlecht ou Molenbeek. En effet, quand on voit, il y a des géographes, des spécialistes de géographie urbaine, qui ont essayé de voir quels étaient les quartiers que connaissaient les populations des différentes communes, eh bien, c'est très intéressant de voir quelles sont les stations de métro connues par les uns et par les autres. Ceux qui habitent dans les beaux quartiers, Auderghem, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, etc., connaissent certaines lignes de métro et pas d'autres. Et quand on voyait pour les étudiants marocains, mais ils connaissaient surtout leur commune à fond, et certains quartiers qui n'étaient pas du tout fréquentés par les Belges de souche. Hein. C'est un petit peu idiot ce genre de catégorie, mais enfin, il faut bien leur donner une dénomination. Et donc, en fait, moi j'ai été plusieurs fois en excursion dans des endroits d'Ussel où certains de mes élèves n'avaient jamais été. Ils n'avaient jamais, par exemple, été dans le centre. Oui, ils connaissaient peut-être la place Saint-Naissens, la gare du Midi, tout cela. Mais la région le quartier du Parlement, du Palais Royal, ne connaissaient pas du tout. Et c'est intéressant de voir pourquoi les gens se fixent des barrages ou ne vont pas au-delà d'un certain périmètre. Quelle est la part de l'inconscient, des interdits sociaux, etc. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais dans mes classes, alors quand on parlait français, je disais, mais pourquoi vous parlez français alors qu'en fait votre langue, parce que chez eux, à domicile, ils ne parlaient pas français. Entendons-nous bien. À l'époque, maintenant, ce n'était plus le cas. Je pense, donc la troisième génération. Mais en tout cas, à l'époque, on parlait notre langue. Mais parce que, suivant que vous habitiez dans le Rif, dans les différentes vallées du Rif, c'est-à-dire dans la montagne, ou dans l'Atlas, vous voyez l'Atlas ici, moyen Atlas, l'autre Atlas, l'anti-Atlas, ou suivant que vous habitiez sur les côtes ou dans les plaines, Tanger, Rabat, Casablanca, Agadir, ou dans les plaines, parce qu'ici ça ne se voit pas bien, ici c'est très montagneux, et alors vous avez ici un certain nombre de fleuves. Hein. Et donc vous aviez ici, donc dans ces régions de plaine, c'est ici que se sont établis les Arabes. Les Arabes se sont établis sur les côtes, dans les régions de plaine, également sur les plateaux. Mais dans les régions montagneuses, ce sont des Berbères. Et les Berbères ne parlent pas la même langue que les Arabes. Et donc pour qu'un Arabe et un Berbère puissent se comprendre, ils doivent parler en français. C'est un petit peu comme les Flamands et les Wallons, hein. Les francophones, donc ce n'est pas la même langue. Et suivant la région du Rif d'où vous provenez, vous ne parlez pas le même dialecte berbère. Les Berbères, en fait, c'est ce grand groupe qui comprend entre autres les Kabyles, hein, la région de Tizi Ouzou, là, hein, la Grande Kabylie en Algérie. C'est ces peuples qui étaient là avant l'arrivée des Arabes. Voilà. Alors pour terminer, peut-être quelques notions de géographie. Hein. Vous avez ici donc un arc qui est celui du Rif, ici. Vous avez l'Atlas, ici il y a une simple passe où l'on puisse passer du Maroc vers l'Algérie, simplement ici. Donc le Maroc est très isolé, et c'est ce qui explique que les Turcs n'ont jamais été dans cette région-là. Donc toute cette région-ci a été très isolée, c'est l'extrême occident pour les Arabes, pour les musulmans. Je vous ai indiqué quand même la Moulouya ici, c'est un fleuve célèbre. Vous avez ici la vallée du Ségou. Alors, vous avez ces chaînes de montagnes ici. Alors, c'est ce qui fait que le Maroc n'est pas un pays tout à fait comme les autres pays du Maghreb. Vous avez ici des pluies, vous avez des montagnes qui retiennent l'humidité, donc vous avez de nombreux fleuves qui vont vers la mer. En termes de climat,
qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez en fait deux grandes saisons au Maroc. Vous avez une saison froide, qui correspond à notre hiver, vous avez une saison très chaude en été, mais vous n'avez pratiquement pas de printemps et vous n'avez pratiquement pas d'automne. Il pleut en général à la fin d'automne, donc novembre-décembre, et il se remet à pleuvoir, parfois même fortement, en février-mars. Le mois de janvier est souvent très beau. Donc, le moment idéal pour partir au Maroc, c'est peut-être le mois de janvier. Parce que si vous partez en été, alors je ne vous dis pas, hein, il faut se prémunir. Hein, pour ceux qui ont des problèmes, souvenez-vous du capitaine Haddock dans Crabe au Pince d'Or, ça vous dit peut-être quelque chose. À un moment donné, il a tellement soif, hein, il voit Tintin qui sort d'une dune, hein, il a sa tête qui sort, il croit que c'est une bouteille de vin et vous rappelle peut-être quelque chose. Hein, voilà. Bon. Je vous montre quelques livres. Alors, tout d'abord sur l'ensemble d'histoire du Maghreb, Maghreb, peuple et civilisation, sous la direction de Camille et Yves Lacoste, qui est un excellent géographe, à la découverte. Un ouvrage excellent, mais c'est l'ensemble du Maghreb, hein, c'est pas seulement le Maroc. Alors, un livre plus difficile, là, c'est celui de Jacques Berck, qui enseignait au Collège de France, L'intérieur du Maghreb, 15e, 19e siècle, aux éditions Gallimard. De Lucet de Valency, le Maghreb avant la prise d'Alger, en question d'histoire Flammarion. C'est très intelligent, c'est pas très épais, mais vous avez l'économie, la société, l'agriculture, etc. Donc avant 1830, puisque la prise d'Alger c'est 1830, hein, à l'époque de Charles X. Alors de Pierre Bourdieu, le grand sociologue, la domination masculine, en fait, ça concerne les rapports entre les genres, justement dans le Maghreb. Alors, de Jean-Louis Miège, Le Maroc, c'est un ouvrage à la fois historique et géographique. Alors, pour vous expliquer l'importance des banques à l'époque de la colonisation européenne, je vous renvoie à un ouvrage bien connu qui est celui de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Alors maintenant, pour la langue arabe, Grammaire de l'arabe, d'André Roman, en que sais-je. Alors, Arabe Express, aux éditions du Dauphin. Alors là, c'est des phrases clés. Alors je vous dis tout de suite, c'est translittéré, hein, donc il n'y a pas besoin de connaître l'écriture arabe. On vous donne systématiquement la translittération en écriture latine. Voilà. Alors, initiation rapide à l'arabe classique. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre l'arabe classique et l'arabe que l'on parle au Maroc, en Tunisie, en Syrie, etc. L'arabe classique, c'est celui que vous trouvez dans les journaux ou aux informations, à la télévision. Ça va? Alors, initiation rapide à l'arabe classique, donc c'est l'arabe du Coran, hein, aux éditions Samuelian. Et enfin, si vraiment vous voulez vous y mettre à fond, l'arabe en 40 leçons, initiation pour débuter ou tout revoir en presse pocket. J'ai dit.